partie dans la gestion d'erreurs que vous ne connaissez pas encore. C'est une façon objet de gérer les erreurs qui s'appelle les exceptions. Donc ça, effectivement, c'est un concept nouveau que vous n'avez pas vu au préalable. Après, toute la suite, sur les entrées-sorties, sur la gestion des collections, là, on est vraiment sur de la bibliothèque. Donc certes, des bibliothèques importantes, puisque ça, c'est la partie gestion de fichiers notamment, et ça, c'est la partie de gestion de structure de données. Donc ce sont des bibliothèques importantes, mais ça reste des bibliothèques. Ça veut dire que c'est des choses qui sont construites à partir de concepts que je vous ai déjà présentés. Donc on va retrouver des classes, on va retrouver des méthodes, on va retrouver des interfaces, tout ça, mais il n'y aura pas de concept nouveau. Il y aura plutôt une façon d'illustrer ces concepts pour réaliser une bibliothèque. Donc, pour la partie, on va dire, un peu difficile de choses nouvelles, on a vu quasiment la totalité de ce que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, en Java, on va pouvoir regrouper ou découper, selon le point de vue dont on se place, un problème en sous-problèmes et comment on va les regrouper au sein de structures qu'on appelle des modules. Alors, donc je vous en avais déjà rapidement parlé quand j'avais fait mon survol des notions d'objets en vous expliquant que un module, ça va servir à regrouper ensemble des... Alors, si vous êtes en C, par exemple, dans un langage non objet, vous allez regrouper là-dedans des structures et des méthodes. Si vous êtes dans un langage à objet, dans ces packages, dans ces modules, vous allez retrouver des classes et puis d'autres structures de ce type. Vous voyez, ça va vous permettre de découper votre application en plusieurs morceaux avec l'idée de pouvoir éventuellement réutiliser certains de ces morceaux dans d'autres applications pour finalement de développer qu'une seule fois certaines choses. Vous voyez, ça existe en Java, ça existe en Python, ça existe en C ou en C++, donc dans tous les langages à peu près, vous avez cette notion qui va vous permettre de découper votre problème en sous-problèmes et les implémenter en tout cas dans leur propre structure qu'on appelle des modules. Alors, j'attire votre attention sur un petit... donc je vais basculer sur les slides après, mais avant ça, j'attire votre attention sur un petit détail. Java a évolué depuis quelques temps, quelques années en tout cas, et la notion de module, le concept de module, a été implémenté de deux façons en Java. Moi, je vous en présente qu'une seule, mais il ne faut pas que vous soyez perturbés. Il y a une autre façon de découper en modules. Je vous montre tout de suite. Le problème, c'est que la terminologie module en Java est utilisée pour une structure de plus haut niveau que ce que je vais vous présenter, qui s'appelle le package, et qui est en fait un regroupement de packages. Donc ne soyez pas surpris si par ailleurs vous voyez ce terme-là utilisé en Java. Vous voyez ici par exemple, un module est un groupe de packages qui va servir de niveau de regroupement encore supérieur à cette notion de package que je vais vous présenter. Là, il n'y a pas d'exemple particulier, mais bon, c'est pas très important dans le sens où l'idée est la même, c'est-à-dire je vais regrouper ensemble un certain nombre de choses qui sont en relation. Donc dans un package, on va regrouper des classes, et dans un module Java, on va aussi regrouper des packages, ce qui au final regroupe des classes. Donc c'est juste une structure de plus haut niveau que je ne vais pas aborder là, mais pour que vous ne soyez pas surpris si vous rencontrez cette notion-là par la suite, je vous précise que ça existe. Donc moi, dans la terminologie que j'ai utilisée, module, c'est le concept de module que vous retrouvez dans tous les langages, qui sert à regrouper un ensemble de choses. Et ensuite, cette notion de module est implémentée en Java soit par des packages, qui est le premier niveau de granularité au-dessus de la classe, si vous voulez, soit par la notion de module Java, qui est une notion de plus haut niveau. Et vous trouverez aussi dans la littérature module utilisé pour la notion de classe, puisqu'une classe, ça permet aussi de regrouper des choses. Donc si vous voulez, on peut même dire qu'il y a 3 niveaux de regroupement possibles en Java. Un module, ça peut être une classe, ou un package, ou un module Java. Donc ne soyez pas perturbés par ça.
il faut de toute façon faire la différence entre le concept, la notion de classe, la notion de module, la notion d'héritage. Ça, ce sont des concepts qui sont ensuite implémentés de plusieurs façons, éventuellement en Java. Je vous l'ai déjà montré, par exemple, avec les interfaces et les classes abstraites. La notion de classe abstraite en Java, elle est implémentée soit directement par une classe abstraite, soit par une interface, en fonction des contraintes que l'on va avoir sur notre langage. Donc c'est un peu compliqué, mais ne soyez pas perturbés par ça. Alors je reviens plus précisément à cette notion de package en Java, parce que, alors, principalement j'en ai besoin pour vous parler, pour vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les bibliothèques. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent en Java. Il y en a énormément, soit d'intégrer directement dans la bibliothèque standard, soit qu'on peut rajouter en fonction des besoins. Donc il faut que je vous explique comment on peut utiliser ces choses-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un module ? Un module en Java, ça va se représenter avec une notion, enfin en tout cas la granularité immédiate au-dessus de la classe, c'est ce qu'on appelle un package. Donc, vous avez déjà vu ce genre de choses dans les fichiers sources que je vous ai montrés, parce que la plupart du temps, on place ce qu'on implémente, on le met dans un certain package qu'on déclare au début du fichier source dans lequel la déclaration est effectuée. Donc typiquement, vous allez trouver en début de fichier source une déclaration de ce type-là qui place le contenu du fichier source dans ce package-là. Je peux vous montrer par exemple sur n'importe quel... Hop, si je regarde, peu importe le fichier source que je prends ici, vous voyez, en première instruction de mon fichier source, j'ai une déclaration de type package qui précise que toute la suite, tout ce qui est à la suite dans ce fichier source va être placé dans un package qui est nommé comme cela. Voilà. Donc ça permet de regrouper au sein d'une structure que l'on va nommer l'ensemble des déclarations et des définitions qui seront effectuées dans le fichier source en question. Si vous ne le faites pas, ce que vous avez probablement fait dans vos premières implémentations, tout ce que vous allez déclarer dans votre fichier source se retrouve dans un module par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom, un module anonyme, qui va regrouper tout ce que vous avez dans votre fichier source. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que ça va regrouper aussi tous les fichiers sources dans lesquels vous n'aurez pas précisé package. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes dans deux fichiers sources différents que vous allez être dans deux modules différents. Si vous n'avez pas précisé package, le langage va automatiquement regrouper ça dans le même package, justement, qui sera le package anonyme. L'inconvénient de ça, c'est que au bout d'un moment, vous allez avoir des collisions entre les noms, par exemple, des classes que vous allez mettre, parce que tôt ou tard, vous allez réutiliser le même nom. Et donc, si vous ne découpez pas vos programmes en plusieurs packages, tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec des collisions de nommage sur le nom des classes, par exemple. Pour ce qui est du nommage des modules, il n'y a pas de contrainte syntaxique. Ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quel identificateur valide du langage comme nom de module. Donc après le mot-clé package, ici, vous mettez ce que vous voulez. Mais il y a une convention qui est respectée en tout cas par la bibliothèque standard et par une bonne partie des bibliothèques qu'on peut trouver qui sont disponibles, c'est qu'on va les hiérarchiser avec une structure comme celle-là. Donc on va partir généralement de la structure qui représente, on va dire, l'organisation dans laquelle on réalise l'implémentation, et jusqu'au projet, ou la sous-partie d'un projet que l'on va implémenter. Si je vous montre sur mon exemple ici, j'ai commencé par FRUSQ puisque on a l'université de Versailles, et ensuite j'ai spécialisé ce package pour dire que c'est de l'informatique, c'est le cours de programmation objet et c'est le chapitre finalement sur la gestion d'erreurs. Donc souvent on garde cette structure un peu hiérarchique, c'est une convention en tout cas, pour représenter ces différents modules.
Si vous regardez la bibliothèque Java, la structure va être liée évidemment à ces modules. Alors je vous en montre que quelques-uns, mais je peux aller vous montrer l'API Java. Si vous regardez l'API Java, vous allez voir que ces modules-là, évidemment, apparaissent. Alors, le premier niveau, c'est ce que je vous disais, le premier niveau que vous voyez là, c'est la notion de module Java, c'est-à-dire c'est un regroupement de packages. Si je m'intéresse à ce gros module-là, qui s'appelle le Java Base, ici, je vais trouver des packages. Donc, c'est de ces packages-là dont je vous parle, et vous voyez la structure est hiérarchique. Par exemple, si je prends JavaTime, donc JavaTime, ça va être le module qui, comme l'indique la documentation, va gérer la notion de date, d'instant, de durée, etc. Si vous allez dans la documentation de ce module, vous avez trouvé les classes, les interfaces, vous voyez, donc les classes qui se trouvent à l'intérieur, et éventuellement d'autres éléments, les exceptions, les énumérations. Évidemment, si vous cliquez sur une classe, vous avez le détail de la classe. Donc il faut voir les choses comme ça. Vous avez votre classe qui contient des méthodes et des attributs. Les attributs, généralement, n'apparaissent pas dans la documentation puisqu'ils sont privés. Ces classes-là sont regroupées dans une structure qu'on appelle des packages. Si vous remontez, vous l'avez ici, la déclaration. Ces packages peuvent être hiérarchiques, enfin ils sont plutôt hiérarchiques par le nom. Vous voyez, JavaTime.chrono, ça va être une sous-partie de JavaTime, .format, ça va être une autre sous-partie, etc. Et ces packages sont regroupés au sein d'un module Java, et ce module Java ici s'appelle Java Base. Voilà. Voilà la structure que vous avez dans la bibliothèque Java. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des déclarations qui vont vous permettre de récupérer, enfin d'importer tout ou partie de ces modules. Ça va aussi vous expliquer, vous l'avez sûrement vu dans certains exemples, mais donc je vous ai déjà parlé du contrôle d'accès aux attributs et aux méthodes d'une classe. Mais en fait, on peut faire un peu la même chose sur les classes elles-mêmes. Ça veut dire que chaque classe, vous allez pouvoir la préfixer. Alors, il y a moins de possibilités que dans le cas des membres d'une classe, mais vous allez pouvoir préciser, en gros, si la classe est publique ou pas. Quand vous dites qu'une classe est publique, ça veut dire qu'elle fait partie de l'interface du package dans laquelle vous la déclarez. La conséquence de ça, c'est que cette classe sera accessible de l'extérieur du package. Donc vous allez pouvoir enfermer certaines déclarations à l'intérieur d'un module qui ne seront donc utilisables que à partir de l'intérieur de ce module, c'est-à-dire dans tout fichier source où vous avez mis la bonne instruction package. Et puis, tout ce que vous avez déclaré public sera accessible à l'extérieur. Donc autrement dit, si dans une application vous voulez avoir accès à quelque chose qui a été implémenté à l'intérieur d'un module, il faut que ce quelque chose ait été déclaré public. Ça le rend ça l'exporte, ça le publie à l'extérieur de votre module. C'est la même chose que dans une classe, vous allez pouvoir décider des méthodes qui font partie de l'interface de votre classe, puisque vous allez les déclarer explicitement comme étant publiques. Et celles que vous voulez conserver encapsulées dans votre classe, vous allez les déclarer par exemple privées. Là, c'est la même idée. Si vous ne mettez rien, automatiquement la classe est restreinte au module. Ça veut dire que c'est un détail d'implémentation, c'est quelque chose qui sera utilisé à l'intérieur de votre module. A l'inverse, si vous la déclarez comme étant publique, les programmes vont pouvoir importer le module et utiliser cette classe. Justement, comment est-ce qu'on utilise un module? Le mot-clé, vous l'avez déjà rencontré la plupart du temps, c'est un mot-clé qui s'appelle import. Alors il y a une autre façon de faire qu'on utilise généralement pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop long à écrire, c'est trop verbeux à écrire, mais on n'a pas besoin forcément d'importer un module. On peut aussi donner le nom complètement qualifié de l'élément qu'on veut utiliser. Donc là, dans mes exemples, je veux utiliser une classe qui s'appelle ma classe. Elle se trouve dans ce package-là. Et donc, pour utiliser cette classe, la première chose que je peux faire, c'est d'utiliser son nom
complètement qualifié, c'est-à-dire le nom du module, le nom du package, si je veux être dans la terminologie Java, point le nom de la classe. Donc ça me permet de l'utiliser directement à l'intérieur de mon programme. Je peux peut-être vous montrer ici. Est-ce que j'ai un exemple? Ouais, non, ça ne marchera pas là. Ça fait rien. Deuxième possibilité, si je dois pouvoir vous le montrer par contre dans une autre... Hop. Là, je n'ai pas d'import. Voilà. Si je regarde ici, vous voyez, j'ai des imports pour ces classes-là que j'utilise, prenons position, puisque je vois que je l'utilise ici. Donc si je cache cette déclaration-là, automatiquement, vous voyez que la partie, donc du coup, la classe position devient inconnue dans mon programme. Ce qui est normal, puisqu'elle fait partie d'un package qui est déclaré là. Et si je cache cette importation, la classe en question devient inaccessible, ou en tout cas, le programme ne la connaît pas. Ce que je peux faire, la première chose que je peux faire pour l'utiliser, c'est d'utiliser le nom complètement qualifié de la classe. Donc si je fais ça, vous voyez, les autres classes position qui sont ici sont toujours inconnues, elles sont en rouge, vous voyez, ça veut dire que l'IDE n'est pas capable de trouver cette classe-là dans le module, dans le package courant. Par contre, celle-ci est redevenue normale puisque j'ai ajouté le nom qualifié de la classe. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, je vais pouvoir importer un élément de mon package. Donc j'ai un package, celui-ci. Je veux utiliser la classe qui s'appelle ma classe. Donc je vais faire un import de cette classe. Évidemment, je vais mettre le nom complètement qualifié pour savoir quel est l'élément que je veux importer. Si je fais ça, dans mon fichier source, je pourrais utiliser ma classe comme si elle était dans le package courant, puisque je viens de l'importer. Je vous montre. Ici, donc je vais enlever ce petit bout-là. C'est l'état normal de mon programme tel qu'il était tout à l'heure. Si je réajoute l'import, vous voyez, l'IDE est capable maintenant de savoir d'où vient ce position. Donc ça, c'est la première chose. Donc, deuxième possibilité, je peux importer une classe spécifique. Enfin, je dis classe, mais ça peut être interface, ça peut être énumération, peu importe. Tout ce qui est public, je vais pouvoir l'importer de cette façon-là. C'est généralement la façon qu'on utilise. Et les IDE le font automatiquement. Ensuite, j'ai la possibilité d'importer la totalité d'un package. Donc, c'est le étoile qui va faire ça. C'est la même directive import qu'au-dessus, mais cette fois-ci, au lieu de préciser ce que je veux importer, je vais mettre une étoile, ce qui veut dire tu importes tout. Alors, je vous montre. Si je mets en commentaire ces trois directives, ouais, alors mon IDE corrige automatiquement, donc automatiquement, ouais, pourquoi il me l'a laissé le faire tout à l'heure? Voilà. Donc, quand je fais ça, vous voyez, tout ce qui dépendait du package utile est devenu a été masqué. Donc maintenant, je peux rajouter un import. Bon, il a été plus vite que moi. Je vais vous montrer, c'est ça. Donc vous voyez, si je mets le étoile à la fin, automatiquement, il importe tout ce qui était dans le package utile. Alors, on le voit ici, en fait, le package utile, il a ces éléments-là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré toutes mes déclarations qui étaient en erreur tout à l'heure. Alors, c'est pratique, mais en général, on n'utilise pas ça, tout simplement parce que, comme souvent les packages contiennent énormément d'éléments, quand vous faites des importations globales de tout un package,
ça a pour effet d'importer éventuellement beaucoup de classes dont vous n'avez pas besoin et qui viennent polluer l'espace de nommage du package courant. Et donc vous augmentez le risque d'avoir des collisions de noms dans votre programme, puisque vous ne contrôlez pas ce que vous importez. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les IDE vous y aident. On importe les classes une par une. Ensuite, alors deux cas un peu particuliers, on peut importer des classes imbriquées. La syntaxe du langage vous autorise à déclarer à l'intérieur d'une classe une autre classe. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est un niveau de détail dans lequel je ne voulais pas descendre. Mais c'est possible. Dans ce cas-là, le import va avoir la même syntaxe, mais sauf que le dernier élément avant la classe qu'on met d'habitude, ça va être une classe et non pas un package. Donc, vous voyez, la syntaxe normale, c'est ici j'ai un package et ici j'ai une classe. Cette syntaxe-là va faire que là j'ai un package suivi d'une classe, suivi éventuellement d'une autre classe qui serait imbriquée à l'intérieur de celle. Et enfin, dernière chose, une syntaxe un peu particulière qu'on va retrouver notamment dans la bibliothèque mathématique de Java. Je peux vous montrer. Javalang Math. Voilà. Donc, je voulais rapidement mentionner la dernière fois, mais Math, ça va contenir tout un tas de... C'est une classe utilitaire, c'est-à-dire c'est une classe que vous n'allez pas instancier, elle ne sera jamais instanciée, parce que dans cette classe-là, tout ce que vous trouvez, ce sont des méthodes statiques, donc des méthodes de classe, qui sont en fait des méthodes mathématiques. Donc vous voyez les fonctions trigonométriques, vous avez les valeurs absolues, vous avez, bon, bref, tout un tas de fonctions mathématiques dont vous pouvez avoir besoin dans un programme. Pour les utiliser, on n'instancie pas la classe. Comme ce sont toutes des méthodes statiques, vous pourrez vérifier, on va les utiliser en faisant math, le nom de la méthode, pour effectuer le traitement en question. Comme c'est un peu fastidieux d'ajouter math systématiquement devant votre programme, il est possible d'importer automatiquement la méthode en question. Je vous montre sur un petit exemple. Si je le fais par exemple ici, je vais pouvoir faire, je ne sais pas quel exemple je pourrais vous prendre. Tac. Oui, voilà, la valeur absolue par exemple. Voilà. Donc, pour utiliser la fonction valeur absolue qui se trouve dans la bibliothèque Java, puisqu'elle se trouve à l'intérieur d'une classe qui s'appelle math, pour avoir accès à cette fonction, je vais être obligé d'écrire math.abs. Ce qui est un peu fastidieux, si j'ai une formule un peu longue à écrire, je vais multiplier les préfixes math, ce qui est assez pénible à faire. Donc ce que je peux faire, je peux l'écrire comme ça, ce qui est assez bizarre en Java, puisque normalement on n'a pas on n'a pas de fonction, donc ça ce serait un appel de fonction. Mais je peux, en ajoutant la déclaration statique, vous voyez, il me l'ajoute automatiquement, vous l'avez ici. Donc cette déclaration avec le import statique va me permettre de récupérer la classe, cette fois-ci, javalang.math, et de importer la méthode statique ABS. Pareil, je pourrais le faire en mettant ici étoile, qui aura l'effet de récupérer toutes les méthodes statiques qui se trouvent dans Java Math. Donc ça c'est la dernière, pardon, ici c'est bien là que je voulais aller. Donc ça c'est la dernière façon de récupérer, d'importer des choses qui se trouvent à l'intérieur d'un package. Donc ce que vous allez avoir dans votre fichier source, vous allez d'abord avoir une directive package qui va préciser dans quel package se retrouve tout ce que vous allez déclarer dans le fichier source. Et après cette déclaration de package, vous allez trouver tous vos imports qui vont vous permettre d'utiliser des déclarations qui se trouvent dans des packages externes. C'est ce que vous avez dans mon exemple. Ici, vous voyez, donc tous les fichiers sources en fait ont cette même structure,
une déclaration de package. Si vous n'en avez pas, vous vous retrouvez dans le package anonyme. Je vous conseille de toujours en mettre une. Hein. Et ensuite, vous allez importer tout ce dont vous avez besoin des fichiers sources, enfin des packages que vous allez utiliser dans votre application. Donc ça démarre toujours comme ça, un fichier source Java. Dernière chose, les modules, enfin les packages, vous en avez deux que vous n'avez jamais besoin d'importer. Le premier, c'est le package anonyme, ce qui est assez logique puisqu'on sera bien embêté pour l'importer vu qu'il n'a pas de nom. Et le second, c'est Javalang, qui est automatiquement importé parce qu'il contient des déclarations qui feraient que le programme ne pourrait pas fonctionner si elle n'était pas importée. Par exemple, la classe Object, qui est la classe de base de toute la hiérarchie de classes Java, se trouve dans Javalang. Et quel que soit le programme que vous écrivez, il a besoin de pouvoir accéder à la classe Object. Donc Javalang contient principalement des classes qui sont indispensables au bon fonctionnement d'un programme et sans lesquelles le programme ne pourrait même pas se lancer. Donc automatiquement, vous avez toujours ces deux packages, donc vous n'avez jamais besoin d'écrire import Javalang. Alors attention, vous pouvez avoir besoin d'écrire import statique Javalang quelque chose. C'est pas la même chose, mais vous n'écrirez jamais import java.lang.étoile par exemple. Ça n'a pas de sens. C'est déjà fait par le langage. Alors, une petite contrainte quand vous allez utiliser la notion de package, c'est qu'en fait, pour que le système Java, c'est-à-dire le compilateur ou la machine virtuelle s'y retrouve, vous allez devoir respecter un certain nombre de règles à partir du moment où vous utilisez les packages. Et notamment de règles de placement de vos fichiers dans des répertoires. Donc, c'est un peu pénible de faire ça parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de parler en Java finalement quand vous faites ça, mais vous êtes en train de regarder du côté du système d'exploitation comment les choses sont organisées. Mais c'est nécessaire pour que justement le système Java, machine virtuelle et compilateur puissent retrouver ce que vous avez implémenté. Donc il y a des contraintes. Les contraintes sont les suivantes. Au niveau d'un fichier source, vous allez pouvoir déclarer, si vous le souhaitez, plusieurs éléments de premier niveau, c'est-à-dire des classes, des interfaces, des énumérations. Vous allez pouvoir en mettre plusieurs dans un fichier source. Cependant, parmi tout ce que vous allez mettre dans un fichier source, vous ne pourrez en mettre qu'un seul qui sera public. Donc, vous pouvez avoir un fichier source où rien n'est public, ça c'est possible. Par contre, si vous voulez qu'à l'intérieur de votre fichier source, il y ait par exemple une classe qui soit utilisable à l'extérieur de votre package, donc vous serez obligé de mettre public devant, vous ne pourrez pas grouper deux classes publiques au sein du même fichier source. Ça ne sera pas possible. Si jamais vous mettez un élément qui est public à l'intérieur de votre fichier source, alors le nom du fichier source doit être le même que le nom de cet élément. Donc, si vous avez une classe étudiant, qui est publique, vous allez vous retrouver avec la classe étudiant qui doit se trouver dans un fichier source qui va s'appeler étudiant.java. Donc ça, c'est une contrainte qui est liée au langage, qui va avoir évidemment un impact sur le système d'exploitation, puisque vous allez trouver votre fichier étudiant.java, et la classe qui est dedans doit être publique. Voilà, tout ça est lié. Cette contrainte-là fait qu'en général, on se limite à une seule classe, enfin un seul élément par fichier source. On pourrait faire autrement, mais souvent, dans un fichier source, même si l'élément n'est pas public, on va mettre qu'une seule classe ou qu'une seule interface à l'intérieur du fichier source. Comme ça, on n'a pas à se poser de questions. Dans tous les cas, on crée un fichier source du même nom que l'élément qui se trouve à l'intérieur, et on ne met que ça à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de difficulté. Le jour où on a besoin de rendre la classe publique si c'est nécessaire, on rajoute public devant le nom de la classe et ça fonctionne. Autre petite chose qui est assez contraignante, vous avez besoin, vous devez faire en sorte que la structure que vous avez choisie pour vos packages se reflète au niveau de vos répertoires et de vos fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez créé un package qui a ce nom-là, donc avec ce nom de package-là et cette classe-là, alors la classe doit se trouver dans un fichier qui va s'appeler maclass.java,
et vous devez placer ce fichier dans un répertoire, enfin dans 3 répertoires en fait, dans le répertoire qui s'appelle mon package. Pardon. Ce répertoire-là doit être un sous-répertoire du package IN404 qui lui-même doit être un sous-répertoire de UVSQ. Ça, c'est une contrainte, encore une fois, liée à la machine virtuelle et au compilateur pour que ces derniers puissent retrouver l'implémentation de la classe à partir de votre structure de fichier source. Donc si vous regardez ici, si je regarde, vous voyez, ce fichier-là se trouve, donc il n'est pas public, hein, j'aurais pu le nommer différemment, mais il s'appelle robot application, vous voyez. Donc la classe robot application se trouve à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle robot application.java. Le package s'appelle fr uvsq info po robot step 2. Et si vous regardez ici, alors il faut regarder à partir de là, la racine se trouve ici. Donc vous avez fr uvsq, attendez, je dois pouvoir vous le montrer sous forme de fichier. Attendez voir. Project Files. Alors, regardons là, normalement, vous devriez voir la structure. Voilà, c'est plus clair ici, c'est pas les packages, du coup, vous voyez vraiment la structure de fichier. Donc, vous voyez FR, UVSQ, info, PO. Ce que je vous avais montré, c'était robot. Alors, évidemment, c'est pas dans le même paquet. C'est ici. Voilà. FR, UVSQ, info, PO. Et c'est encore pas le bon. Je recommence. Voilà. FR, UVSQ, info, PO, robot, step 2. Donc en fait, vous voyez la classe robot application, ou du moins le fichier robot application.java, vous le trouvez dans une hiérarchie de répertoire qui reprend exactement la structure que vous aviez dans le nom de package. Donc encore une fois, c'est nécessaire pour le compilateur qui va de cette façon pouvoir retrouver les différents fichiers, les différentes classes à l'intérieur de votre structure de package. Une fois que vous avez fait ça, le compilateur Java, justement, va aller récupérer, quand vous allez compiler quelque chose, il va récupérer le nom, vos différents fichiers sources, et il va les transformer. Pour chaque fichier source, en fait, c'est plus que ça, c'est pour chaque élément que vous avez à l'intérieur de votre fichier source, il va créer un fichier .class qui contient la version compilée des classes de votre programme. Donc, un fichier .java va pouvoir générer un ou plusieurs, éventuellement, il y a des cas où ça va générer plusieurs, notamment si vous avez regroupé au sein d'un même fichier plusieurs classes ou plusieurs interfaces, ça va générer plusieurs fichiers .class. Mais si vous avez respecté dans un fichier source, on ne déclare qu'un seul élément, pour un fichier source, généralement, vous n'aurez qu'une classe. Enfin, vous n'aurez qu'un fichier .class. Et pour que la machine virtuelle Java puisse retrouver, de la même façon que le compilateur l'a fait, les différentes implémentations, la structure de package va être reproduite. Alors ça, je ne sais pas si je peux vous le montrer, il faudrait que je retrouve à quel endroit il a planqué. Non, là on ne le verra pas. Non, je n'ai pas dû le compiler. Bon, ça me prendrait un peu de temps de le compiler, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous le faites, vous verrez que vos fichiers .class se trouvent dans une structure de répertoire qui est identique. Ça veut dire que cette classe, robot application.java, quand elle sera compilée, elle va s'appeler robot application.class et elle sera elle aussi à l'intérieur d'une hiérarchie de répertoire qui aura la même structure, de façon à ce que la machine virtuelle puisse retrouver
le fichier compilé en question. Au moment de l'exécution, quand vous allez exécuter donc votre application, votre classe, il faut que la machine virtuelle retrouve tous les morceaux. Pour retrouver tous les morceaux, elle va s'appuyer sur une donnée particulière qui s'appelle le ClassPath, le chemin des classes, qui va lui permettre d'aller regarder à quel endroit des classes implémentées se trouvent, donc des fichiers .class se trouvent. Donc quand vous ne faites rien de base, vous avez toujours le répertoire dans lequel vous vous trouvez, donc dans lequel vous allez exécuter, vous allez lancer la machine virtuelle qui se trouve dans le ClassPath, et puis toute la partie installation standard de la librairie Java, qui se trouve également dans le ClassPath. Donc vous n'avez pas de problème, par exemple, pour trouver Java Lang Object. Par contre, si vous avez rajouté des bibliothèques, si vous avez d'autres bibliothèques que vous voulez utiliser, vous pouvez avoir besoin de modifier ce ClassPath pour qu'il aille trouver, pour qu'il ajoute un certain nombre de bibliothèques. Comment est-ce qu'on modifie ce ClassPath? Généralement, ça passe par une variable d'environnement que vous allez pouvoir modifier sur votre système d'exploitation pour pouvoir changer la valeur de ce ClassPath et donc retrouver les différents éléments qui le composent. À l'intérieur de ce ClassPath, vous pouvez avoir trois choses différentes. Vous allez pouvoir définir des répertoires, c'est-à-dire dire que vos points classe se trouvent dans le répertoire Java class par exemple. Vous allez pouvoir les grouper. Généralement, c'est sous cette forme-là qu'on va les trouver, notamment sur le web, je vous montrerai tout à l'heure, au sein d'archives particulières qui s'appellent des jars. Alors jar, c'est pour Java Archive. C'est en fait un fichier zip qui a une structure un tout petit peu particulière. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser directement des fichiers zip. Donc, autrement dit, c'est une variable d'environnement dans laquelle vous allez stocker des chemins, et ces chemins pointent soit sur des répertoires, soit sur des fichiers .jar, soit sur des fichiers .zip. Et on va utiliser de façon assez intensive ça dans les programmes Java, puisque on va pouvoir intégrer des bibliothèques dans les programmes. Justement, je vous montre comment on va faire, puisque vous pouvez en avoir besoin assez rapidement. Et vu qu'on trouve énormément de bibliothèques externes en Java, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Donc la plupart du temps, quand vous avez quelque chose à faire, il vous suffit de récupérer la bonne bibliothèque pour pouvoir le faire. Donc ça va passer par 4 étapes. Et vous aurez toujours ça à faire pour ajouter, pour pouvoir utiliser une bibliothèque externe. Donc la première chose, c'est que vous allez devoir récupérer la bibliothèque qui vous intéresse. Donc on va, par exemple, je ne sais plus laquelle je prends comme exemple, comme une maths après. Donc je vous l'explique, puis après on verra sur l'exemple. On va d'abord récupérer cette bibliothèque. Donc on va souvent la récupérer sous forme d'une archive, soit zip, soit jar, et on va récupérer on va importer, enfin on va la télécharger pour y avoir accès localement. Donc on va le faire au départ manuellement, et ensuite on va pouvoir automatiser tout ça avec des outils de gestion de dépendance que je ne vous ai pas montré, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, il faut que le système Java, installé localement, puisse manipuler cette bibliothèque. Pour cela, il va falloir la rendre disponible pour le compilateur et la machine virtuelle Java. C'est à ce moment-là que vous allez modifier le ClassPath pour qu'on puisse accéder à cette bibliothèque. Donc ça veut dire que dans le ClassPath, vous allez rajouter par exemple le jar, l'archive de cette bibliothèque. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, il faut savoir comment on manipule la bibliothèque. Donc ça, on va regarder la documentation en ligne de la bibliothèque. Souvent, cette documentation se trouve au format JavaDocs, c'est-à-dire le même format que vous avez pour l'API Java. Donc ça va vous permettre de regarder quelles sont les classes qui sont déclarées à l'intérieur de cette bibliothèque, puis de choisir celle dont vous avez besoin. Et enfin, au niveau de votre fichier source, vous allez importer les classes dont vous avez besoin, de façon à pouvoir les utiliser dans votre programme. Donc ça, cette dernière partie, c'est la même chose que ce que je vous ai montré précédemment. Donc on est dans ce contexte-là, vous avez besoin d'utiliser un package qui ne fait pas partie du package courant, donc vous avez besoin de l'importer.
Alors pour faire ça, comment on fait? Première chose, on va récupérer le fichier dont on a besoin. Donc, je peux vous montrer quelle forme ça prend. Alors je ne vais peut-être pas prendre directement, je vais vous emmener sur le site. Tac. Donc les sites vont évidemment avoir des aspects différents, mais l'idée va être à peu près toujours la même. Vous allez sur le site qui vous intéresse et vous récupérez la bibliothèque dont vous avez besoin. Bon, différents formats d'archives, c'est pas très important, vous prenez celle que vous préférez, hop, vous l'ouvrez comme vous voulez, et alors à l'intérieur de votre archive, vous, ce qui va vous intéresser, c'est celui-là. En fait, il y en a plusieurs qui sont utiles et intéressants, mais c'est surtout ça qui va vous servir par la suite. Donc, vous voyez dans cette archive-là, qui regroupe tout un tas de, toutes les versions binaires, en tout cas, de cette bibliothèque, contient elle-même plusieurs jars. Jars, c'est justement les archives Java dont vous avez besoin pour développer. Vous allez retrouver principalement celle qui contient les classes compilées, donc celle-ci. Et puis, par ailleurs, vous allez trouver, alors par exemple, vous avez la documentation qui est directement fournie sous ce format-là. Vous avez les sources de la bibliothèque en question, donc là où vous allez trouver vraiment les points Java de cette bibliothèque. Et puis, là, c'est des fichiers de test qui vont vous permettre d'exécuter les tests sur cette bibliothèque. Mais ce qui va vous servir, vous, pour votre travail, pour votre programme, c'est la bibliothèque à proprement parler. C'est un jar, ça veut dire que si je décide de l'ouvrir, à l'intérieur, à l'intérieur de cette bibliothèque, vous allez trouver des fichiers. Donc si je regarde par exemple, ici, c'est la structure de package, justement, et quand j'arrive au niveau du package org apache commons map 3, là je vais trouver les points classes. Vous voyez, c'est des fichiers compilés. Et puis, si je vais, je sais pas, random par exemple, je vais trouver les classes qui ont été générées à partir des fichiers sources. Tant que je suis là, je peux vous montrer un cas un peu particulier. Voilà, si vous regardez ici, toutes ces classes-là ont été générées à partir du même fichier source qui s'appelle empiricaldistribution.java. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un fichier .java, ça pouvait générer éventuellement plusieurs classes. C'est le cas ici. Le fichier empiricaldistribution.java a généré 5 fichiers classes. Donc la classe principale, donc la classe qui va être déclarée dans empiricaldistribution.java. Et à l'intérieur, il y a eu plusieurs sous-classes qui étaient internes à la classe empirical distribution. Donc vous en avez une qui est anonyme, vous voyez, il y a un $1, c'est qu'en fait le 1, il n'y a pas de nom. Il y a une classe à l'intérieur de cette classe-là qui était anonyme, donc elle a généré son propre point classe. Et puis vous avez une classe qui s'appelle Stream Data Adapter qui est interne à Empirical Distribution, puis Data Adapter qui est aussi interne, et Array Data Adapter qui est aussi interne. Donc éventuellement, un point Java peut générer plusieurs points classes dans certaines situations. Mais c'est anecdotique, hein, c'est pas un truc très important. Donc le jar que vous allez récupérer contient tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir, pour l'utiliser, donc vous voyez ici c'est pas la même version, mais vous retrouvez des choses similaires à l'intérieur de votre bibliothèque. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir l'ajouter dans votre projet. Alors il y a plusieurs façons de faire. Là on est vraiment dans la partie qui va finalement modifier le ClassPath de votre projet. Alors, la difficulté là-dedans, c'est que selon l'environnement, ça ne va pas avoir la même tête. Donc là, ce que je vous montre, c'est une capture d'écran de BlueJ. Elle est un peu tronquée, mais je peux vous la montrer ici. Vous avez une capture d'écran ici de BlueJ, mais selon les cas, ça va avoir un aspect différent. Si par exemple, je récupère cette bibliothèque-là, je vais vous le faire directement avec IntelliJ, puis vous verrez que... Donc ça, je vais l'extraire dans mon répertoire de téléchargement. Hop. Donc il s'appelle Common Mat quelque chose.
si je vais dans mon application ici, dans IntelliJ, pour intégrer cette bibliothèque dans mon projet, je vais aller dans la structure de mon projet de structure, dans les bibliothèques, ouais, c'est dans Libraries, je vais ajouter ma bibliothèque, une bibliothèque Java. Alors, en fonction des outils, c'est plus ou moins compliqué, évidemment. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans... Oula. Attendez, là, il est parti. Oula. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que ça a eu un effet étrange sur Zoom. Et est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Parce que moi j'ai un peu perdu la fenêtre Zoom, donc bon. Alors attendez voir. Hop, je reviens là. C'est qu'il a essayé, j'ai cliqué sur le mauvais, sur un répertoire, et ça a eu pour effet d'essayer. Il a analysé en fait tout le contenu de mon répertoire téléchargement qui était évidemment plein, donc ça a pris énormément de temps. Donc moi ce que je voulais c'est juste qu'il récupère ce genre là. Donc c'est pour ça que ça a eu un effet un peu étrange. Je ne vois pas le rapport d'ailleurs avec Zoom, mais bon. Donc là je récupère cette bibliothèque. À partir de là, hop, faites pas attention, le projet dans lequel je l'importe est un peu compliqué, donc il y a des sous-projets, ça n'a pas d'importance. Disons, je le vais pour robot, hop. Ce qui m'importe, c'est ici. Donc vous voyez, maintenant, il apparaît comme étant une bibliothèque de mon projet, et à l'intérieur de ce projet, je vais donc avoir Common Math. Et si je regarde dans les détails ici, il me donne le lien finalement sur cette bibliothèque que je vais pouvoir éventuellement modifier d'ici. Une fois que j'ai fait ça, la bibliothèque devient accessible à l'intérieur de mon application. Et donc, je vais pouvoir faire appel à des... par exemple, ici, je pourrais faire... Je vous remontre sur le... Hop, je reprends la suite. Donc, j'ai fait cette chose-là, mais donc là, c'est avec BlueJ, je vous l'ai montré avec IntelliJ. C'est la même idée. Ensuite, pour l'utiliser, je vais faire la même chose que pour utiliser un package classique. Donc par exemple, je veux, je vais vous le tester directement sur mon exemple, je veux récupérer la notion de fraction à partir de Java Math, je vais importer la bibliothèque. Oui, alors, je vais plutôt d'abord utiliser une fraction. Voilà. Et vous voyez que automatiquement, il faut sûrement que je mette quelque chose à l'intérieur. Voilà. Si vous regardez ici, automatiquement, il a été chercher la bonne importation. Encore une fois, je peux vous remontrer la même chose, mais si j'enlève ici cette bibliothèque, donc je vire la bibliothèque du projet, donc elle ne fait plus partie de mon projet IntelliJ. Dès que je vais faire ça, vous voyez, l'import passe en erreur, donc cette importation n'est plus accessible dans mon projet. Et bien évidemment, fraction est inconnue dans mon programme. Donc
pensez bien que l'étape qui est ici, celle-ci est indispensable et celle-ci ne marche que si vous avez évidemment téléchargé la bibliothèque. Donc en fait, toutes les étapes que je vous ai données là sont nécessaires pour utiliser une bibliothèque externe. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça avec Java, avec la bibliothèque standard, parce qu'elle est déjà accessible à partir du ClassPass. Donc tout ce que vous faites ici, c'est modifier le ClassPass pour que toutes les déclarations qui se trouvent à l'intérieur de la bibliothèque soient accessibles dans votre programme. Ce qui se trouve dans la bibliothèque standard va être déjà accessible, donc vous aurez juste besoin de faire les bons imports, mais dès que vous utilisez un package qui n'existe pas dans la bibliothèque standard Java, vous devez trouver la bibliothèque externe qui le contient et l'ajouter dans le ClassPass. Et en plus, il faut modifier le ClassPass 2 fois. Alors ça, vous ne le voyez pas quand vous le faites dans l'IDE parce que l'IDE le fait pour vous, mais ça va modifier le ClassPass pour la compilation, donc pour le compilateur Java, et ça va aussi modifier le ClassPass pour la machine virtuelle Java. Donc il y a deux endroits finalement où le ClassPass va avoir un impact pour que le compilateur trouve les classes compilées dont vous avez besoin, et pour qu'ensuite la machine virtuelle trouve les classes également compilées. Donc l'exemple en ligne de commande, ça va donner ça. Ça veut dire que vous voulez, vous, exécuter votre programme qui s'appelle main.java, pardon, le compiler d'abord. Pour compiler ce programme-là, vous avez mis à l'intérieur, comme je vous l'ai montré ici, vous avez fait référence à la classe fraction qui fait partie de la bibliothèque CommonMath. Donc, vous avez besoin d'ajouter CommonMath au ClassPass. Donc, soit vous l'avez fait comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans votre IDE, et dans votre IDE, ça va fonctionner, soit vous êtes en ligne de commande et vous êtes obligé de le faire à la main. Donc, l'option qui va modifier le ClassPass, c'est celle-ci, -cp, et derrière, vous allez ajouter une liste de bibliothèques dont vous avez besoin. Donc là, j'en ai qu'une, du coup, j'ai qu'un seul élément, mais éventuellement, je pourrais en avoir autant que je veux. Et donc, vous voyez, ce que j'ajoute ici, c'est un jar, et le langage suppose qu'à l'intérieur de ce jar, enfin le compilateur dans ce cas-là, suppose qu'à l'intérieur de ce jar, vous avez des fichiers .class, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça va permettre de compiler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vouloir exécuter votre application. Donc cette fois-ci, vous exécutez la classe main. Mais c'est pareil, la classe main, elle contient des appels à une classe qui n'est pas définie dans le main, qui s'appelle fraction, qui fait partie de la bibliothèque CommonsMath. Du coup, vous êtes obligé de modifier le ClassPass pour que les fichiers compilés de la bibliothèque soient trouvés par la machine virtuelle Java. Donc, vous êtes aussi obligé de rajouter l'option -cp pour changer le ClassPass et ajouter dedans la bibliothèque CommonMath. Voilà. Donc ça, rappelez-vous bien, vous avez besoin de faire tout ça dès que vous voulez ajouter une bibliothèque externe dans le langage. Hop. Donc voilà pour la partie bibliothèque. Donc c'est assez important parce que vraiment c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en Java. Pour terminer aujourd'hui, je vais attaquer la partie gestion d'erreurs et exceptions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir aujourd'hui, mais c'est un truc qui est aussi assez important. Hop. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça arrive tout le temps. Évidemment, on fait plein d'erreurs quand on fait un certain nombre d'erreurs quand on développe, et une partie d'entre elles, on va devoir les gérer pour que quand l'utilisateur final manipule votre programme, il ne se retrouve pas dans une situation où le programme a un comportement complètement incompréhensible et éventuellement avec des effets qui peuvent être importants. Alors, on différencie plusieurs types d'erreurs, des choses qui sont faciles facile. C'est pas que c'est facile, c'est juste qu'on les détecte très tôt. Du coup, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Quand vous faites une erreur de syntaxe, de toute façon, le compilateur ne va pas compiler. Du coup, vous n'irez pas plus loin que cette erreur de syntaxe. Ça ne va pas avoir de conséquences autres que vous obliger à la corriger. Ensuite, vous avez des erreurs qui sont plus difficiles à gérer, mais qui vous concernent moyennement, qui sont les erreurs d'exécution qui sont liées à l'environnement. Par exemple, vous allez avoir sur votre machine, par exemple, si vous avez beaucoup de choses qui tournent en même temps, éventuellement, vous pouvez vous retrouver
avec des problèmes de mémoire, et donc le fait que la mémoire n'est plus disponible pour votre programme. Mais ça, c'est un peu difficile à gérer directement, puisque ça ne dépend pas que de vous. Selon les cas, si votre machine est en train de faire autre chose avec d'autres programmes, potentiellement vous pouvez avoir l'erreur, mais dans un autre contexte, vous n'aurez pas cette erreur. Par contre, ce qui va vous concerner directement, ce sont les erreurs liées à la façon dont le programme a été développé. Et ces erreurs-là, bien évidemment, doivent être traitées par le développeur. Bon, il y a plusieurs questions qui vont nous amener à gérer cette erreur. Ce qui est important de voir, c'est qu'une erreur, c'est quelque chose qui va avoir un lien avec la logique de votre programme. Dans quel cas on considère qu'on a une erreur dans une fonction? Quand la fonction ne se comporte pas comme elle est attendue. Donc ça veut dire que votre fonction n'est pas capable de faire ce qu'elle doit faire alors qu'on l'appelle en respectant ses préconditions, c'est-à-dire qu'on l'appelle correctement, mais en fait elle ne sait pas, elle n'arrive pas à répondre correctement à la requête, ou alors elle n'est pas capable de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de valider la post-condition, ou alors elle n'arrive pas, elle ne remet pas le programme dans l'état attendu, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas l'invariant de votre programme. Donc ça, c'est ce qui doit, c'est un peu la définition un peu formelle de ce qu'est une erreur. Dans ces cas-là, on doit apporter une correction pour justement éviter ce problème. Alors comment on fait pour faire de la... Donc du coup, on va ajouter de la gestion d'erreurs dans le programme. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de gérer justement les cas qui sont des erreurs de logique dans le programme, mais qui ne sont pas des bugs. C'est-à-dire les bugs doivent être traités normalement en amont. Évidemment, les bugs, on cherche à les éliminer. Donc on a des outils pour cela. On va faire appel à des assertions, à des débugages ou à des tests. Donc il y a des outils qui vont vous permettre d'éliminer les bugs. Mais à proprement parler, ces bugs-là ne sont pas des erreurs qu'il va falloir gérer dans le programme. Vous ne supposez pas que dans votre programme, il va y avoir des tonnes de bugs et donc vous ne mettez pas en place tout un tas de choses pour de logique, en tout cas, de programmation, pour contourner ces bugs. Par contre, il y a des cas où vous allez avoir des erreurs qui vont se produire, que vous devez gérer. Je ne sais pas, par exemple, l'utilisateur vous dit « ouvre le fichier trucmuche » et il se trouve que trucmuche n'existe pas, peu importe, soit parce qu'il s'est trompé en tapant le nom du fichier, soit pour une autre raison. Mais vous ne pouvez pas vous permettre que le programme se plante dans cette situation-là. Il faut absolument que vous gériez cette erreur. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de procéder. Un certain nombre d'entre elles, vous les avez déjà expérimentées, puis d'autres qui sont un peu plus peut-être nouvelles pour vous. La première que vous avez sans doute déjà expérimentée, c'est même généralement comme ça que vous faites, vous ignorez l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur se produit, ou pas d'ailleurs, et vous n'en tenez pas compte. Donc ça, c'est souvent ce qu'on fait au début quand on apprend à programmer, parce que, évidemment, gérer les cas d'erreur, ça rend tout de suite le programme beaucoup plus compliqué. Et souvent, c'est pas là-dessus qu'on insiste quand on apprend à programmer. Donc, je sais pas, par exemple, le cas du fichier qui n'existe pas, vous n'allez jamais le traiter parce que ça n'arrivera jamais, puisque dans votre programme, vous allez faire en sorte qu'on ouvre le bon fichier et que ce fichier-là existe. Donc vous allez se mettre ça en place au tout début de votre programmation, et ensuite vous n'allez pas le toucher, du coup ça n'arrivera plus. Mais dans un cas un peu plus ouvert, où l'utilisateur va choisir un fichier à ouvrir, c'est pas vraiment un problème que vous allez pouvoir ignorer. Mais bon, c'est une première façon en tout cas de réagir à une erreur. Ensuite, il y a d'autres options qui sont assez communes, notamment en C. La façon la plus simple finalement de gérer l'erreur, c'est de retourner un code d'erreur. C'est-à-dire que vous avez votre fonction qui retourne quelque chose, et ce quelque chose, c'est une valeur qui représente une erreur possible de votre fonction. Alors ça marche très bien, sauf que évidemment, il faut qu'il y ait une valeur de retour qui puisse indiquer l'erreur. Si vous avez une fonction qui calcule quelque chose, il n'est pas facile éventuellement de trouver une place disponible dans le domaine de définition de la fonction pour signaler justement qu'elle produit une erreur. Ensuite, vous avez une autre option qui est aussi utilisée en C dans certains cas, qui va consister à utiliser une variable globale.
Donc, en gros, vous appelez votre fonction, ça se passe mal, elle fixe une certaine valeur dans votre application qui va faire que vous allez interrompre, enfin, vous n'allez pas interrompre, mais vous allez définir un état particulier qui va être accessible de partout dans le programme, mais qu'il faudra consulter pour vérifier l'erreur. Donc c'est le cas en C avec, je crois qu'il y a une variable. Peut-être que vous avez déjà consulté cette variable. C'est notamment, je crois, les erreurs d'entrée-sortie. Donc vous voyez, il y a un fichier d'entête particulier qui définit cette variable, et elle peut être modifiée pour fixer, pour signaler en tout cas, les erreurs associées à ce code. Donc, vous voyez, par exemple, il y a un certain nombre de fonctions qui vont vous permettre de le manipuler et qui vont modifier cette valeur de R numéro. Et donc, vous êtes censé manipuler et vérifier cette valeur quand vous avez généré des erreurs. Je crois qu'en particulier, les fonctions d'entrée-sortie font ça. Bon, je vais mettre un peu trop de temps à vous trouver l'information, donc je ne vais pas perdre de temps avec ça, mais vous regarderez. On sait, c'est une façon assez commune, en tout cas, de signaler une erreur. Le problème de ça, c'est que évidemment, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, dans le fonctionnement normal de votre programme, vous ne vous rendez pas compte que cette variable a été fixée, et donc il faut vraiment s'astreindre à une discipline qui va faire que vous allez systématiquement, quand vous faites un appel à une fonction C qui va générer cette erreur, aller consulter l'état de cette variable globale. Je me demande d'ailleurs si les entrées-sorties ne font pas ça. Attendez voir que je regarde quand même, parce qu'il me semble que c'est... Voilà. Si vous avez une valeur nulle qui est retournée, donc ça veut dire qu'il y a une erreur qui a été... il me semblait, les open close, tout ça, exactement. Donc vous devez consulter la variable R numéro pour vérifier ce qui s'est passé. Mais vous voyez, si vous ne faites pas attention, si vous ne consultez pas cette variable R numéro, du coup vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a eu une erreur. Alors là, il y a quand même une information supplémentaire, c'est qu'en plus vous avez une valeur nulle pour le file étoile qui est retourné, donc qui évidemment va provoquer des effets sur votre programme, mais vous devez consulter la valeur de cette variable pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est une façon de gérer les erreurs. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez ou vous avez déjà rencontrées dans votre travail de programmation. Il y a deux choses qui sont un peu spécifiques à l'objet. Enfin, le premier, c'est à l'objet, le deuxième, c'est à l'objet et à la programmation fonctionnelle. Une façon très commune dans un langage à objet de traiter ça, c'est de lancer une exception. Donc une exception, c'est une construction particulière du langage qui va permettre de signaler l'erreur qui s'est produite et qui va vous expliquer, qui va détailler les informations liées à cette erreur. Et enfin, il y a une dernière façon de faire qui utilise un type particulier qui s'appelle option, qui est une sorte de valeur de retour un peu spécifique, qui est donc ça vient effectivement des techniques de la programmation fonctionnelle, mais ça permet de renvoyer soit une erreur, soit la valeur attendue. Donc c'est une espèce d'objet un peu particulier qui va permettre de stocker ces deux informations-là. Et puis qui va contenir en tout cas des opérations, des méthodes qui vont permettre de manipuler ce cas d'erreur. Je regarde juste l'heure, 38, j'aurai le temps de vous montrer en tout cas les différents exemples. Je vais le faire avec IntelliJ, ce sera plus simple. Alors, project, hop. Ça, j'ai pas besoin.
Ouais, non, c'est pas plus clair, je vais rester sur la slide. La première chose que vous connaissez, c'est tout simplement utiliser un code de retour. Donc, pour utiliser un code de retour, vous définissez votre fonction comme d'habitude, sauf que elle a une valeur de retour, évidemment, enfin un type de retour, et vous devez trouver parmi les valeurs possibles de ce type de retour, vous devez trouver la valeur qui va représenter l'erreur qui s'est produite durant la fonction. Donc, vous allez détecter si c'est le cas. Donc ça, c'est l'implémentation de la fonction. Ça nous intéresse assez peu. Donc là, vous détectez finalement les cas qui sont inattendus pour votre fonction. Donc est-ce que c'est not a number? Ça veut dire qu'il y a un calcul qui a donné un résultat qui ne peut pas être représenté comme un nombre sur la machine sur laquelle vous vous trouvez. Donc là, c'est une racine carrée. Ou alors les cas, donc là j'ai simplifié, mais les cas où la valeur est négative, j'ai considéré que c'était un cas d'erreur. Dans ce cas-là, je retourne une valeur particulière. Donc je retourne ce qui représente not a number, c'est-à-dire c'est encore une fois un état, une valeur non définie pour le type double. Et si tout se passe bien, évidemment, je renvoie la valeur. Donc j'ai choisi une valeur particulière qui représente l'erreur, mais c'est parce qu'elle est disponible. Éventuellement, je peux me retrouver dans un cas où je n'ai pas de valeur qui pourra être utilisée pour représenter le cas d'erreur. Du coup, après, une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer ce résultat et je dois vérifier quand j'ai appelé ma fonction, après chaque appel de fonction, que je suis ou pas dans ce cas d'erreur. Donc ça alourdit un petit peu mon programme, puisque chaque fois que j'appelle une fonction qui peut potentiellement générer une erreur, je dois la faire suivre d'un test qui va vérifier si cette erreur s'est produite. Donc évidemment, c'est nécessaire, mais ça alourdit mon programme, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de fonctions qui peuvent se comporter comme ça. Deuxième option, je peux utiliser une variable globale. Donc je vais avoir ma fonction qui va faire, en termes de logique, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que je vais fixer une variable globale particulière avec une valeur qui va représenter l'erreur qui s'est produite. Donc là, j'en ai défini deux. Une erreur qui est liée à notre number et une erreur qui est liée à un argument négatif. Donc ça va me donner l'information sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le premier cas, c'est une erreur parce que la valeur du paramètre est not a number, et le deuxième cas, c'est une valeur parce que le paramètre est négatif. Et même chose, donc là, cette fois-ci, je récupère bien ma valeur qui peut être assez étrange, puisque éventuellement, j'ai pu faire le calcul avec une valeur de paramètre fausse. Donc la valeur de retour peut être particulière. Mais chaque fois que j'ai appelé cette fonction, il ne faut pas que j'oublie, je dois vérifier, je dois faire un test pour vérifier que je n'ai pas eu d'erreur, et si j'ai eu une erreur, alors il faut que je réagisse. Donc, même chose, je dois rajouter un test après chaque appel de fonction qui peut produire une erreur pour vérifier que tout s'est bien passé. Quatrième option, quatrième, si je compte celle où on ne fait rien, j'utilise cette fois-ci la notion d'exception. Comment je fais une exception? Alors, je vous ai donné l'exemple en Java, mais c'est pareil dans d'autres langages, objet. Donc, c'est une structure particulière qui est en fait un objet, ni plus ni moins, qui va utiliser un mot-clé particulier. Donc, ce que je vais faire, je vais créer cette exception. Donc, encore une fois, c'est un objet classique, donc c'est une instance de classe. Donc, je vais utiliser new, je vais décider quelle est la classe de l'objet que je vais créer. Éventuellement lui passer un certain nombre de paramètres qui indiquent quelle est l'erreur qui s'est produite. Et ensuite, j'utilise une fonctionnalité particulière du langage pour propager cette erreur. Ce qui va changer un petit peu là-dedans, c'est que le fonctionnement des exceptions va faire que le flow habituel de l'exécution du programme va être modifié. Donc normalement, quand vous exécutez votre programme, il est exécuté ligne à ligne. Vous avez les appels de fonction évidemment qui font qu'on va sauter un petit peu, mais les lignes s'enchaînent. Quand vous avez un ordre de type throw, quand vous voulez lancer une exception, ça va modifier la façon dont le programme s'exécute normalement. Si jamais je suis
dans un cas d'erreur, c'est-à-dire dès que je vais déclencher une exception avec throw, je vais ignorer toutes les lignes de code suivantes. Donc par exemple, une fois que j'aurai déclenché ce throw, je ne vais jamais exécuter ce return. Néanmoins, il va quand même sortir de cette fonction et continuer à la suite de la fonction, mais sans exécuter les instructions qu'il va rencontrer. Donc autrement dit, il va ignorer ce return. Si je regarde le moment où je l'appelle, ici, il va continuer sur la ligne suivante, qu'il va ignorer. Si l'exception s'est produite, il ne va pas exécuter cette ligne, il va l'ignorer, jusqu'à trouver une construction particulière qui s'appelle un gestionnaire d'exception. Je reviendrai là-dessus par la suite. S'il trouve un gestionnaire d'exception qui correspond à la bonne exception, vous voyez ici j'ai le nom de l'exception qui correspond à l'exception qui a été choisie pour signaler l'erreur, alors il va rentrer dans ce gestionnaire et exécuter ce qui lui est demandé. Une fois qu'il a fait ça, il considère qu'il a traité l'exception et qu'il n'y a plus de cas d'erreur. Donc la différence ici, principalement avec les deux solutions précédentes, c'est que vous n'avez pas de test systématique après chaque appel de fonction. Vous avez juste une certaine zone du programme, un ensemble d'instructions que vous allez encadrer avec des instructions particulières, le try et le catch notamment, qui vont vous permettre de capturer toutes les erreurs qui éventuellement puissent se produire dans cette zone-là. Il peut y en avoir plusieurs, vous allez pouvoir mettre plusieurs blocs catch pour capturer différents types d'erreurs, donc vous allez pouvoir structurer en fait différemment votre gestion d'erreurs dans votre programme. Dernière possibilité, c'est un type particulier qui est encore une fois issu de techniques de programmation fonctionnelle. Si je devais le traduire en C, ça deviendrait quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, qui s'appelle une union. Une union en C, c'est une structure, mais où ce que vous mettez à l'intérieur en fait partage le même espace mémoire. Par exemple, si je fais une union entre un int et un double, je vais avoir deux façons d'accéder à mon union, soit comme un int, soit comme un double, mais soit j'aurai l'un, soit j'aurai l'autre. Ça veut dire qu'au sein de mon union, l'espace mémoire va être partagé. Là, c'est un peu la même idée dans optional. Alors, je n'ai pas justement ce comportement-là, je ne vais pas partager l'espace mémoire comme dans une union en C, mais c'est la même idée. Ça veut dire que mon type optional va soit être vide, c'est-à-dire signaler une erreur parce que il ne contient pas la valeur que devrait retourner ma fonction, soit il va contenir la valeur de retour de ma fonction. Donc en gros, ce que ça ajoute, c'est une espèce de capsule qui va pouvoir encapsuler deux choses, soit rien du tout, et le signaler, dire que c'est rien du tout, soit la valeur retournée par la fonction. Donc évidemment, ça modifie un petit peu la façon dont on écrit la fonction. Ça veut dire qu'avec option, cette fois-ci, je vais faire la même chose pour détecter l'erreur. Et cette fois-ci, je vais faire deux choses. Soit je suis dans un cas d'erreur et je renvoie une valeur particulière de optional qui s'appelle empty. Donc je déclare que finalement, il n'y a pas de valeur. Je ne retourne rien. Soit tout s'est bien passé et je retourne ma racine carrée, mais encapsulée à l'intérieur de mon optional. Une fois que j'ai fait ça, à l'usage, donc j'appelle évidemment ma fonction de la façon classique. Par contre, cette fois-ci, la valeur de retour est un peu plus compliquée. Ce n'est pas simplement une valeur de type double, mais c'est un optional de double. Et je vais pouvoir désencapsuler la valeur quand j'en vais en avoir besoin. Donc, par exemple, ici, j'ai une opération. Donc, comme c'est un type optional, je peux vous montrer directement ici. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, il faut voir ça comme un objet qui va vous permettre d'encapsuler soit rien du tout, soit la valeur dont elle a besoin. Donc ça veut dire que toutes les opérations que vous allez avoir ici, alors c'est pas complexe, mais en tout cas il y a beaucoup de choses pour que justement ça soit pratique à utiliser. Donc à l'intérieur, vous allez le créer soit en utilisant la méthode de classe empty qui va faire que votre optional est vide, il n'y a pas de valeur dedans, soit avec le off, voilà ici, toujours pareil, la méthode statique off, qui va vous permettre de
placer quelque chose à l'intérieur de votre optionnel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir des opérations qui permettent de savoir ce qu'il y a dedans. Donc vous allez pouvoir faire des isInp ou isPresent, ou alors carrément récupérer la valeur avec des valeurs par défaut, par exemple, dans le cas où ce serait par exemple, si je regarde, ça sera plus simple avec le or else. Donc c'est celui que j'ai utilisé dans ici. Le or else, ce qu'il va le faire, c'est qu'il va vous renvoyer la valeur s'il y en a une, et s'il n'y en a pas, il vous renvoie la valeur par défaut que vous aurez précisée en paramètre. Du coup, vous n'avez pas de cas d'erreur, enfin vous ne traitez pas de cas d'erreur particulière parce que directement ça renvoie toujours une valeur. Soit c'est la valeur attendue, soit c'est la valeur qui est précisée ici. Du coup, vous n'avez pas de gestion d'erreur au sens où il n'y a pas d'instruction avec des tests, puisque tout est encapsulé à l'intérieur de cette option. Exception, là je pense que je ne vais pas avoir le temps, maintenant c'est juste le moment. Donc je m'arrête là, je vous présenterai les exceptions la prochaine fois. Merci, puis bonne semaine. Au revoir.